de créer la demande de zéro sur un marché qu'ils ne connaissent pas. Bah dis donc, tu t'es lancé dans ce sacré truc. Et je pense qu'en fait, 1 heure sur le terrain équivaut à 10 heures derrière un ordinateur. Comment c'est tellement important. Le conseil que tu as donné là vaut vraiment de l'or. Et je verrais mal ces maisons, comme on dit, peut-être la faire à l'envers, si on peut dire ça. Ben van der Stricht, tu as passé plus de 20 ans dans le domaine des spiritueux, des boissons alcoolisées, du champagne, et après 20 ans, tu passes de l'autre côté. On va raconter un petit peu ton parcours et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre de toi pour tous ceux et celles qui ont une typologie de business similaire à la tienne. Juste avant un petit peu par rapport à ton parcours, donc toi tu commences aux États-Unis, bien que tu sois à belles origines, mais tu te formes aux États-Unis. En 2003, tu rentres chez Ricard. En 2006, tu rejoins le groupe Pernod Ricard à Genève. En 2010, tu deviens Regional Sales Manager pour la Suisse romande, poste que tu occuperas pendant plus de 15 ans. Et tu as été un véritable pionnier dans le monde du non-alcoolique, des boissons sans alcool, puisque le premier mois, tu fais une hausse de 15% des ventes à cette époque-là chez Pernod Ricard. En octobre 2024, tu quittes le groupe Pernod Ricard, tu prends 6 mois pour te former, pour faire le point sur ton projet, et en mai 2025, tu lances Nolo Drinks, une entreprise de distribution de boissons non alcooliques en Suisse romande. Ben, est-ce que je t'ai bien présenté ou plutôt, qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour qu'on te connaisse mieux? Pas mal, merci déjà pour cette introduction. C'est vrai que quand on s'entend comme ça de la part de quelqu'un qui présente, c'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est assez bien résumé. J'ai l'impression que quand je t'entends parler que j'ai fait un virage à 180 degrés en passant des boissons alcoolisées au sans alcool. Et en fait, pas vraiment. Je pense que c'est plus une continuité. J'avais en fait besoin de m'aligner avec les valeurs du marché aujourd'hui et pour moi, c'était assez naturel donc d'évoluer dans cette tendance. Donc, C'est euh, clair. donc voilà, C'est clair. D'ailleurs, je pense qu'avec ou sans alcool, fondamentalement, on répond aux mêmes besoins, hein. Donc, un bien de consommation qu'on va c'est ça. utiliser typiquement à un moment festif. Parce que si je comprends bien, tes boissons, c'est pas des concurrents directs de Coca-Cola ou Pepsi, mais c'est des boissons un peu plus élaborées, juste qu'on comprenne le concept. Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement juste de le préciser. Donc, je suis absolument pas sur comment on appelle ça, l'univers du soft, des boissons sucrées, des sodas, etc. Ça, c'est un autre domaine. Moi, je suis vraiment sur des alternatives premium, clairement aux grandes catégories, au mode de consommation, qui sont donc la plupart du temps donc des spiritueux désalcoolisés. Alors, c'est un terme un petit peu encore un peu barbare. On n'est pas encore trop sûr de comment le désigner, mais on est sur des effectivement alternatives inspirées des grandes catégories d'alcool, pardon. Et puis aussi tout ce qui est bière sans alcool, les vins désalcoolisés aussi, enfin vraiment tout cet univers-là, premium et sans alcool. Donc Ok, excellent, voilà. excellent. Alors, moi, tout d'abord, il faut que j'essaie de comprendre un peu ta typologie de business parce que, donc, moi-même, je suis entrepreneur depuis 2000, mais je suis plutôt dans la prestation de services, développement logiciel, ce genre de choses. Toi, tu as un vrai business dans le dur où il faut, je suppose, tu me corrigeras, mais bah, comprendre ce dont le marché a besoin. Tous les business ont besoin de ça, c'est clair. Mais donc, une fois que tu as compris est-ce que tu peux répondre à un besoin, bah, dans ton cas, tu vas créer des produits. Donc, ça veut dire un concept, des ingrédients, un goût, un naming, un packaging. Ensuite, il va falloir que quelqu'un fabrique ça. Il faut de la logistique, il faut l'importer, il faut le distribuer. Il faut faire le marketing de ça. Il faut ensuite effectuer les ventes, suivre les paiements. Ensuite, faire de la stratégie pour la Mm. suite. Qu'est-ce que tu vois comme grand pôle dans ton business? Comment tu pourrais toi-même, avec tes mots, présenter la typologie de ton business? Alors, ce qui est important de se dire déjà, c'est que bon, moi je n'ai rien inventé en soi, dans le sens où les produits que je distribue aujourd'hui, je les ai sélectionnés parmi euh, voilà, on va dire un choix de produits déjà présents sur le marché, pas en Suisse parce qu'on les a pas encore, donc ils sont souvent issus de pays européens. Je travaille un peu avec des fournisseurs en Écosse, en Belgique, en Italie, en France. Euh, dans les pays scandinaves où le marché du Nolo est déjà très très bien engagé. Mais je dois effectivement les sélectionner, les importer en Suisse, ce qui n'est finalement pas une tâche facile au passage. Et une fois en Suisse, je dois effectivement gérer
toute la logistique jusqu'à réception du colis. Donc en fait, j'importe, mais je dois gérer aussi la partie communication, marketing, logistique. Je gère à peu près tout ce voilà, toutes les différentes catégories en fait, enfin grands segments pour aller toucher le client final en fait, hein. Donc on n'imagine pas toutes les différentes étapes qu'il peut y avoir C'est derrière, mais il clair. y en a pas mal. Et donc effectivement, C'est je dois clair. m'occuper de tout Et c'est ça. et c'est et c'est déjà énorme. C'est pour ça que tu me rassures en me disant que, en fait, ton business, c'est de l'importation et distribution de produits qui sont déjà existants et qui fonctionnent sur d'autres C'est ça, marchés. Ça peut donner des idées à d'autres entrepreneurs c'est qui, ça. qui nous écoutent. Parce que si en plus tu devais faire la production, l'idéation, je sais pas comment il fait tout seul, le Ben. Mais ouais, c'est Non, clair. c'est très compliqué. C'est très compliqué. Après, juste, je rebondis sur ce que tu dis, c'est juste. Après, il y a toute la partie quand même création Mhm. de demande qui est à faire. Et ça passe par la communication, le marketing, la création d'un site internet. Les gens, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas Mhm, que mhm, ça existe. Il faut donc, aujourd'hui, les gens sont très limités dans l'offre qu'ils ont mhm, sur le marché, en tout cas en Suisse. Et donc, il faut que l'information leur arrive qu'il y a des alternatives de qualité premium et il faut maintenant leur présenter. Et ça, c'est la grande difficulté que j'ai aujourd'hui. C'est le gros challenge que j'ai aujourd'hui, c'est de créer cette demande. Le mouvement est en marche. Les gens commencent à prendre conscience. Il y a de la demande qui se fait. Elle est encore très mhm. discrète. C'est un marché de niche, mais elle est de plus en plus présente et elle va de pair avec aujourd'hui la tendance de la consommation alcoolisée, pardon, qui est en baisse. Donc, c'est en train de se mettre en place tout doucement, mais il y a un gros travail de communication à faire voilà, sur ma société, sur Nolodrinks. Et tu fais bien de le dire, et en même temps, tu es en train de définir pratiquement ce qu'est le marketing, parce que plein d'entrepreneurs confondent marketing et vente, et disent, bah, ils ont un talent, ils disent, moi je veux être à mon compte, mais je veux pas faire de marketing. Mais en fait, c'est juste impossible de pas faire de marketing, parce que le marketing, c'est faire comprendre au Mhm. marché, market, qu'il existe un produit, une solution à son problème. La vente, c'est une étape C'est qui complémentaire. vient après, quoi. Mais c'est intéressant. Donc, dans ton cas, juste pour être bien sûr d'avoir compris, si j'ai ton produit dans la main, alors c'est pas ton produit, mais admettons que c'est une boisson que j'ai achetée grâce à Nolo Drinks, j'aurai en fait la marque de cette boisson, mais sur le produit, j'ai pas de mention du distributeur. Donc je consomme un produit, mais je Non, sais pas que ça vient de toi en fait. exactement. En fait, pour bien comprendre ce qu'est Nolodrinks, en fait, c'est une société qui importe et distribue un panel, donc une sélection de produits sans alcool. Donc, comme je le disais, donc je fais au préalable une grosse sélection dans une sélection. J'aime bien dire ça parce que c'est tout à fait ça. En fait, j'ai passé près de 6 mois à vraiment analyser, comparer, chercher la petite pépite pour Ok, pouvoir l'intégrer dans mon portefeuille. Et donc aujourd'hui, Nolodrinks ok. représente ce portefeuille. Donc je viens apporter en fait sur un plateau ce que moi, c'est très personnel, mais j'estime être le plus intéressant à offrir aujourd'hui sur le marché. Bien entendu, c'est une offre qui va constamment évoluer en fonction ben, de l'évolution du marché. C'est un marché qui est très volatile, qui évolue très vite. Et donc du coup, il faut se tenir prêt à s'adapter Je vois, je à tous les vois. changements. Excellent. Ben, merci pour ces explications, pour ta transparence. Il y a plein de questions que j'ai envie de te poser en me disant, voilà, si quelqu'un est dans une même typologie de business, quels conseils on va pouvoir lui donner? Juste encore pour bien comprendre qu'aujourd'hui, pour l'instant, tu es seul dans l'entreprise qui est jeune, on peut dire c'est une start-up. Dans ton Ouais. catalogue, ça représente combien de produits? Alors aujourd'hui, on va dire que j'ai à peu près dans mon catalogue, si on prend toutes les références, j'ai une trentaine de lignes. Ça reste petit volontairement parce qu'aujourd'hui, j'ai pas l'ambition de devenir en tout cas aujourd'hui, un caviste online avec une multitude de références parce que je suis derrière chacune des Mhm. marques que j'introduis en Suisse et je dois créer cette demande et je veux effectivement euh, apparaître comme un ambassadeur en fait pour chacune de ces marques. Et donc c'est énormément de travail de créer la demande non pas pour un, C'est mais clair, pour plusieurs produits et de s'assurer de la construction de marque et d'identité de marque dans le long terme pour chacune de c'est ces, clair, euh, c'est clair. de ces Alors maisons. une question vraiment très naïve de ma part, mais je te la pose, peut-être d'autres y pensent aussi, puisque tout ce travail que tu as fait pour
identifier ces produits qui pourraient répondre à besoin aussi en Suisse. Tu vas l'introduire en Suisse. Donc en fait, tout ce travail que tu fais, si tu n'es pas l'importateur exclusif, il y a quand même un problème parce que tu ouvres la voie à des concurrents potentiels. Est-ce que tu as justement l'exclusivité sur ces marques et la distribution pour la Suisse? Alors c'est un très bon point, effectivement. Aujourd'hui, on travaille avec ce qu'on appelle un gentleman's agreement avec l'ensemble de ses fournisseurs, qui se finalisent pour la plupart par des contrats d'exclusivité de distribution. Mais comme on est sur un lancement, aussi bien de leur côté que du mien, il faut s'observe et qu'on se fasse confiance. Ça doit passer par là. Ok. Maintenant, il est clair que au fur et à mesure que les choses vont évoluer, il faudra consolider certains points pour s'assurer qu'on travaille tous pas pour rien et qu'on aille dans le bon sens. Après, je pense que chacune des Bien maisons sûr. que je représente ici est consciente du travail que ça représente de créer la demande de zéro sur un marché qu'ils ne connaissent pas. Et je Mhm. verrais mal ces maisons, je pense, euh, voilà, comme on dit, peut-être la faire à l'envers. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mhm, Mais mhm. disons Ouais, qu'il ouais, faut ouais. quand même que les choses soient encadrées et pour que le business se passe bien. Ouais. Bah dis donc, tu t'es lancé dans un sacré truc. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration et de respect pour quand je rencontre d'autres entrepreneurs qui sont dans d'autres types de business, qui prennent d'autres risques, parce que là dont tu parles, c'est un risque aussi, hein, Bien de sûr. leur part, mais de ta part aussi. Donc, merci de dire ça très clairement. Aussi pour comprendre, finalement, tes clients, c'est qui? C'est ceux qui vont consommer les boissons ou c'est des distributeurs comme les restaurants ou ça peut être un grand distributeur comme, on va faire des marques, hein, Denner, Coop, Migros, Lidl. Est-ce que eux pourraient devenir tes clients? Alors, j'ai choisi une stratégie initiale. Alors, elle va peut-être évoluer avec le temps, mais clairement, aujourd'hui, ma force, mon réseau vient du milieu HoReCa, on trade, ce qu'on appelle donc café, hôtel, restaurant, etc. Donc, les professionnels de la distribution. Donc, ma première étape, mon premier engagement aujourd'hui, il se fait auprès de ces gens, de leur apporter donc une solution à leurs problématiques aujourd'hui de consommation. On leur apporte donc une nouvelle vision de la consommation responsable et clairement, c'est à eux que je m'adresse en premier. À terme, il n'est pas on n'a pas l'objectif de partir dans le retail, on va dire dans la grande distribution dure. Ça, ce sont pas des produits qui sont destinés à se retrouver dans la grande distribution a priori. C'est C'est-à-dire que moi, en tant que consommateur final, je vais plutôt consommer tes produits parce que je suis allé dans un restaurant ou dans Oui, un hôtel qui va me proposer un truc un peu particulier. Et après, en deuxième temps, éventuellement, je me dis, bah, tiens, ça m'intéresse, je les trouve où ces produits? Et puis là, on passe par ton site B2C, si j'ai bien compris. c'est ça. Tu as Ok, tout à fait ok. raison. Et tu as fait deux sites séparés, un pour le B2B, un pour le B2C, ou c'est sous une seule branding, tu as deux... Alors aujourd'hui, le site donc est passé récemment donc en e-commerce pour les consommateurs finaux. Donc on a D'accord. une tarification qui est étudiée pour le consommateur final, donc avec un tarif en toute taxe compris, donc prêt à être livré partout en Suisse. Ok. Le, le professionnel, lui, bien entendu, a ses tarifs professionnels. Mhm. Et ces tarifs-là, effectivement, je les ai disponibles pour mes partenaires, mes clients, que je connais tous quasiment et avec qui j'échange de manière très ponctuelle. Donc, tout est très clair là-dessus. Voilà, ils savent ils peuvent compter sur nous pour accéder à ces tarifs. Ok, ok, ok. Mais c'est intéressant parce qu'encore une fois, je pense à ceux qui nous écoutent qui lancent un produit similaire, pas forcément concurrent, hein. Euh, donc il y a un type de client, c'est les relations one-to-one avec ces professionnels où tu vas créer de la confiance et puis un partenariat de long terme. Ils vont parler aussi peut-être à d'autres collègues de tes produits. Alors qu'effectivement, le e-commerce au consommateur final, c'est presque un autre business quand même. Enfin, le marketing C'est est comme ça. ça, est très différent, quoi. Non, non, c'est tout à fait juste, c'est complètement même un autre business. Je le découvre moi-même là depuis quelques semaines, enfin quelques mois maintenant qu'on travaille sur le projet du site e-commerce. Comme je le disais au début, je suis moi
principalement dans l'accompagnement des professionnels de la gastronomie, avec une approche bien spécifique, avec un tarif bien spécifique. Ici, on s'adresse aux particuliers, avec donc une autre façon de commercialiser donc nos produits, un autre marketing, un autre tarif forcément adapté. Donc voilà, c'est vraiment deux métiers différents et je me dois de porter ces deux casquettes pour l'instant. Waouh, vraiment chapeau, hein, chapeau. Attention, on risque de pas se disperser parce que c'est difficile de mener deux projets presque en parallèle. Je sais pas Hmm. si ça fait déjà l'objet de tes réflexions ou qu'est-ce que toi tu penses? C'est déjà une petite expérience là-dessus. Moi, j'ai une opinion, bien sûr, mais qu'est-ce que tu penses, toi, du fait de faire deux trucs en parallèle? Mais en fait, je pars du principe aujourd'hui, le gros de mon business est vraiment axé, encore une fois, sur les professionnels Mhm. de la restauration. Ok. Mais je me devais d'avoir une ouverture aussi sur le consommateur, puisque indirectement, c'est donc eux qui vont venir déguster nos produits Mhm. auprès des clients café, hôtel, restaurant. Donc, c'est important qu'ils puissent, si les produits les intéressent, les trouver aussi. Et c'était une des manières de le faire. Donc, pour que, voilà. Alors, concentrons-nous peut-être sur le B2B parce que c'est là où tu Ouais. commences et c'est le cœur de ton métier. Comment t'as trouvé Ben, tes premiers clients? Comment on fait un truc pareil, quoi? Alors, dans mon cas, je dois reconnaître que j'ai eu la chance de profiter du réseau acquis au long de ces 20 dernières années hein, chez Pernod Ricard. Donc, je ne suis pas parti d'une page blanche, heureusement pour moi. Donc, du coup, j'ai simplement été voir mes premiers clients, j'ai envie de dire historiques, ou du moins les meilleurs partenaires avec lesquels je travaillais déjà depuis des années, pour leur annoncer tout simplement que je repasserai les voir prochainement avec une offre tout à fait différente. Mais j'ai forcément été voir ces clients en priorité parce que bah, forcément, il fallait que je commence par quelque chose. Et je dois reconnaître que on va dire le- l'ancienneté a beaucoup compté et a beaucoup joué ici parce que j'ai pu compter sur la fidélité de mes clients pour me faire confiance et pour jouer le jeu, en tout cas sur les premiers mois. Super, l'importance du réseau, vraiment. Là, en l'occurrence, c'était un réseau très qualifié parce que c'était carrément des clients, des gens qui achetaient déjà des produits similaires. Donc, c'est hyper, hyper qualifié. C'est un réseau très business. Est-ce que tu as aussi exploité le réseau plus large, amis, connaissances, autres entrepreneurs? En gros, la question, c'est quel est le rôle du réseau pour toi, pour la croissance de ton business? Alors le réseau est très important, ça c'est sûr, on ne le dira jamais assez. Mais clairement, aujourd'hui, le réseau il m'a ouvert des portes. Je ne veux pas dire le contraire, mais ça suffit pas. En fait, je pense qu'il faut vraiment aussi avoir un produit qui répond à une problématique. Moi, j'ai surfé un peu, entre guillemets, sur la tendance de la consommation responsable que j'avais déjà constaté depuis plusieurs mois, plusieurs années auprès de Pernod Ricard. J'avais déjà constaté que les mentalités évoluaient et que la tendance vers une baisse de la consommation d'alcool se généralisait. Et en fait, en face, on n'avait pas vraiment d'offres. Moi-même, donc, je disposais que de une ou deux références sans alcool dans notre portefeuille et j'ai pourtant senti qu'on allait vers un nouveau marché qui était en train de s'éveiller et on n'avait pas d'offre en face. Donc c'est là que j'ai vraiment réalisé qu'il fallait faire quelque chose. Et donc le réseau, c'est bien, c'est certain, ça ouvre des portes, mais si on n'a pas un produit qui répond vraiment à une problématique, et là en l'occurrence la problématique c'est j'aimerais consommer sans alcool ou moins d'alcool, qu'est-ce que je peux avoir? Et à cette question, pardon, il y avait peu de réponses de la part des professionnels. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, tout C'est clair, simplement. c'est clair. Ah ouais, non, si on répond pas à un besoin, ça sert à rien de se lancer dans le business, ça c'est évident, hein. On a beau avoir des amis, Oui, je sais, c'est la base, on a beau avoir des amis qui nous mais on n'y pense pas recommandent, forcément. ouais, ouais, il faut. Ouais, là, tu as raison, l'importance du produit est essentielle. Est-ce que tu as pour ta croissance, alors ça peut être soit des trucs de stratégie parce que tu as remarqué qu'ils marchent déjà, ou des trucs que tu as constatés
qui t'ont donné des résultats exceptionnels, des conseils à donner pour la croissance, pour l'acquisition des tout premiers clients, à part le réseau et à part le fait d'avoir un produit qui répond à un vrai besoin. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, mon cas de figure, ce sont des restaurateurs. Les restaurateurs, euh, ils sont sursollicités déjà par Ok. les fournisseurs de manière générale. Donc, il faut vraiment répondre encore une fois, à un besoin. Si tu viens pour leur vendre encore, leur faire un discours commercial, je pense qu'ils n'ont pas le temps ni la patience de t'écouter jusqu'au bout, même si tu as un bon réseau, même si tu t'entends bien avec eux. Donc, je pense que vraiment pour convaincre aujourd'hui, il faut avoir encore une fois une solution clé en main. Moi, là, je propose, euh, je peux le dire honnêtement, du chiffre d'affaires additionnel là où ils en perdent. Typiquement à midi, le restaurateur aujourd'hui va vendre beaucoup moins d'alcool, c'est notamment le vin. Le verre de vin classique du déjeuner du midi, aujourd'hui, il se fait de plus en plus rare sur les tables. Et moi, je leur propose évidemment de partir sur une solution qui répond à ça. Parce que le verre à midi, on aime bien toujours avoir un verre, ne serait-ce que pour trinquer. On a toujours une occasion pour déjeuner et trinquer. Mais trinquer avec un verre d'eau, c'est quand même compliqué. Donc là, proposer un vin désalcoolisé ou un cocktail très bien fait sans alcool, qui génère en plus de ça du chiffre d'affaires, là où le restaurateur pourrait en perdre, et bien tout de suite, ça l'intéresse. Donc à partir du moment où j'amène le sujet comme ça sur la table, je contextualise un peu la situation. C'est d'autant plus simple d'être Excellent, écouté. excellent. Tu as donné une micro masterclass pour quelqu'un qui se lancerait. Je dis n'importe quoi, hein. Admettons que je suis passionné de pâtes fraîches italiennes et je me dis, waouh, super, je vais me lancer dans le marché suisse. Ben, en fait, ce que je vends, c'est pas des pâtes, mais ce que les pâtes permettent d'obtenir. Et dans ton cas, ce que tu vends, c'est pas des boissons d'alcool, mais ce que tu vends, c'est plus de chiffre d'affaires pour tes clients. Et je pense que c'est une vraie compétence à acquérir si on veut vendre quelque chose, c'est OK, mais pourquoi on achèterait moi plutôt qu'un autre et quel est le vrai problème que je résous? Et dans ton cas, le restaurateur, c'est du chiffre d'affaires. Très très bien. OK, ben Oui. merci d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que tu as découvert des choses sur l'entrepreneuriat qui t'ont surpris et qui ne correspondaient pas à ce que tu pensais? Est-ce qu'il y a un mythe sur l'entrepreneuriat que tu peux casser maintenant? Et aujourd'hui, je vois plus les choses trop de la même manière parce que je pense qu'au début, on pense que tout est, comment dire, que tout est facile et tout est bien organisé, bien orchestré. Quand on se lance, on veut que tout soit comme ça, pardon. Et je pense que c'est pas vraiment la réalité. J'ai constaté on se peaufine, se réorganise, on repense un peu toute sa stratégie au fur et à mesure qu'on avance avec son projet d'entrepreneuriat. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, le mythe de l'entrepreneuriat, c'est le fait de dire qu'on gagne tout de suite beaucoup d'argent, qu'on est libre financièrement, qu'on fait ce qu'on veut le matin, le soir, etc. Et ça, pour moi, c'est complètement faux. C'est d'ailleurs beaucoup plus prenant qu'un simple, qu'un simple, qu'un poste en CDI où effectivement, on a beau travailler, mais on a une sécurité clairement financière. Ici, c'est absolument pas le cas. Si on se bouge pas, il se passe rien. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis vraiment. J'en étais déjà conscient, mais là, je prends vraiment la mesure de la chose quand je vois le temps passer. Et il n'y a pas une seule journée qui se ressemble, ça c'est sûr. Mais en même temps, voilà, je vois plus les choses de la même manière qu'au début parce que j'ai vécu la chose, je continue de la vivre tous les jours. Et ce que je voulais dire, c'est que je m'adapte en permanence par rapport à ma stratégie initiale pour effectivement être encore meilleur, voilà, optimiser encore plus mon temps, etc. Et voilà, c'est un vrai parcours du combattant, hein, être entrepreneur. C'est clair. Et c'est quoi qui te plaît particulièrement dans ce parcours du combattant? Je cherchais dans cette aventure, c'est de pouvoir toucher un petit peu à toutes ces différentes facettes du métier que je connaissais, mais au travers de mes collègues qui exerçaient tous ces postes. Donc j'avais quelqu'un au RH, j'avais quelqu'un à la finance. Quand j'avais un souci administratif, j'appelais un tel, etc. J'avais un service marketing. Ici, c'est moi qui fais tout.
Donc du coup, c'est très simple. Mhm. Je vois la difficulté de chacun des départements, mais ça me plaît quelque part d'apprendre des nouvelles choses, tout simplement parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et j'avais envie de comprendre comment ça marche en fait, comment on fait fonctionner une entreprise. Et là, je suis servi parce que forcément, je suis aux manettes de littéralement tout. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est une réponse presque, tous les entrepreneurs le diront, mais si on n'est pas entrepreneur, on a de la peine à le cerner Ouais. parce on va tendance, et c'est normal, nous tous, hein, on a tendance à mettre les gens dans une catégorie. Toi, on va dire, bah, toi, tu es dans le monde des boissons non alcoolisées, non alcoolisées. On va dire, moi, je suis dans le monde du développement informatique. Mais en réalité, oui, ça c'est un secteur d'activité. Mais notre vrai métier, c'est entrepreneur Mm. parce qu'on a beaucoup de casquettes, on exerce beaucoup de métiers. C'est vrai qu'avec le temps, on se structure, on peut recruter, on peut déléguer, mais Mm. mine de rien, on garde cette casquette de identifier des nouveaux problèmes, mettre en place des systèmes, avant d'engager des gens, résoudre ces problèmes, ensuite engager les gens, livrer, facturer, etc. Donc en fait, c'est un vrai métier, entrepreneur, même si ça implique plusieurs sous-métiers. Je sais pas ce que toi tu penses de ça. Si, si, je suis d'accord avec toi à 100% là. Pour le coup, je te rejoins complètement. Et je trouve que c'est passionnant de pouvoir aussi découvrir des choses. Et il n'y a que en allant chercher, je pense, il faut avoir la volonté de se lancer. C'est aussi ça, hein. Tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde, je pense, hein, C'est ça. mais voilà, si on a vraiment cette envie, cette motivation, je trouve que c'est un des plus beaux métiers parce on découvre énormément. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je partage totalement ça. Parce que des fois, certains pourraient croire qu'on est presque négatif sur le sujet. Absolument pas. Moi, j'ai commencé à 18 ans, j'ai jamais été employé de ma vie. Je changerais pour rien. C'est fantastique ce parcours. Mais juste, voilà, c'est juste pas facile. Mais c'est pas parce que c'est pas facile, c'est pas agréable. Je trouve que C'est ça. c'est super agréable. Maintenant, toi, en ce qui te concerne, quand, ben voilà, on va dire déjà pratiquement une année d'expérience dans l'entrepreneuriat, il y a des moments c'est plus difficile. Mm. Qu'est-ce qui te donne de la force, du courage pour continuer, pour aller de l'avant quand tu as le sentiment que tout va mal? Alors, moi, ce que je fais, ce que j'ai toujours fait, en fait, du temps de ma carrière, j'étais en permanence sur le terrain. C'était vraiment une chose que moi, j'ai toujours été sur le terrain. Même si j'ai fait des études dans le marketing et j'étais peut-être voué à partir dans cette voie-là, quand j'ai commencé chez Ricard au tout début, j'avais besoin d'être au contact des gens et je préfère une personne qu'un ordinateur. Typiquement, j'ai besoin d'aller échanger, de parler, de, ça me ressemble plus. Et du coup, euh, effectivement quand j'ai commencé chez Ricard, j'ai tout de suite accroché avec le terrain. Et donc aujourd'hui, quand j'ai besoin de me rassurer sur quelque chose, sur une décision que j'ai prise, sur par exemple le choix d'une nouvelle boisson dans ma sélection ou quoi, je vais vers le terrain. Le terrain, c'est quelque chose qui me rassure parce que je vais pouvoir échanger, partager, apprendre des gens et me rassurer peut-être tout simplement. Donc c'est vraiment ma façon à moi de gérer justement ces moments d'incertitude parce que je suis littéralement seul sur le projet. Alors bien sûr, j'ai des amis avec qui euh, j'ai ma femme également qui peut me soutenir sur certaines questions, mais encore une fois, rien de tel qu'un retour client, un retour consommateur. Et donc c'est comme ça que je fais moi pour y voir plus clair. Est-ce que tu as d'autres techniques pour prendre de la hauteur? Parce que là, en fait, quand tu fais cet effort d'aller vers les consommateurs, bah, tu te rapproches encore plus de ton business, mais est-ce que tu as d'autres astuces pour prendre de la hauteur et pour enfin, sortir la tête du guidon, pour avoir plus de clarté? Comment tu fais? Alors effectivement, pour prendre un peu de recul, encore une fois, je reviens un peu à la même chose. J'ai besoin de m'imprégner du retour du terrain. Parce que encore une fois, je fais tout ça parce que je réponds à une problématique. Je fais tout ça parce que je réponds à, à un problème aujourd'hui qui est de dire, euh,
on veut boire autre chose, mais on sait pas quoi. Mhm. On est toujours là, effectivement, à chercher un truc. Par défaut, on va se rabattre sur un soda trop sucré, un jus de fruits ou une eau pétillante avec une tranche de citron. C'est souvent fade et peu sexy comme alternative. Donc, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il n'existe rien, en fait, en vrai. C'est ça le problème. Donc, moi, je vais effectivement à chaque fois prendre un peu de recul et m'imprégner du marché pour savoir vraiment ce qui fonctionnerait ou je vais poser la question directement des fois, qu'est-ce que tu verrais toi comme alternative? Et souvent on me Mhm. dit, mais je sais pas, parce qu'il manque d'idées en fait. Et là maintenant on commence à avoir de plus en plus de choses, on est en 2026, on commence à avoir de plus en plus d'alternatives sophistiquées qui sont des vraies alternatives aux boissons traditionnelles alcoolisées. On n'est pas tout le temps obligé de boire de l'alcool. En fait, on peut aussi boire quelque chose qui n'est pas alcoolisé, mais tout aussi sexy qu'un cocktail bien fait ou un joli verre de vin. Une fois, il faut effectivement s'inspirer de ce qui se fait sur le terrain. Et Ok, ok. c'est comme ça, moi, personnellement, que j'avance. Donc il y a ce qui se fait sur le terrain, sur ton marché, donc dans les restaurants, dans les clubs, enfin, en Suisse, ok. Mais est-ce que toi, tu as besoin aussi, pour prendre du recul et avoir de nouvelles idées, est-ce que tu as besoin de voyager, d'aller dans certains pays sur place, ou tu peux faire à distance? Comment ça se passe pour trouver ces solutions qui existent, qui sont là, que tu pourrais importer? C'est une bonne question. Alors, pour ma part, ça fait partie un petit peu de cette phase de transition, en fait, quand j'étais en phase de création de Nolodrinks, où Nolodrinks n'était encore qu'un projet sur papier. J'ai dû aller au contact, parce que sur le marché suisse, je ne trouvais pas, hein, donc on trouve des choses, mais c'était pas encore ça. Et donc, je me suis inspiré de ce que font les autres marchés qui sont clairement en avance en ce qui concerne le sans-alcool, donc le NOLO, notamment les pays scandinaves. Les États-Unis Hmm. aussi, mais j'en parle même pas, c'est le premier marché, mais on va dire les pays scandinaves sont très 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 en avance sur d'autres marchés et notamment en Suisse où on est un petit peu en retard encore parce qu'effectivement en Suisse tout finit par arriver mais avec un petit train de retard, il faut le savoir. Donc quand on prend par exemple les pays comme la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, l'Angleterre. On est sur des pays où effectivement la consommation sans alcool est déjà bien ancrée dans les mentalités. Et donc, voilà, je me suis beaucoup inspiré de ces pays et j'ai donc voyagé pendant quelques mois volontairement. Je suis allé à l'encontre de ces petites distilleries, de ces petites maisons. Je me suis beaucoup, comment dire, euh, documenté, mais je suis allé surtout déguster et encore déguster pour comparer et amener vraiment ce que je pensais être le meilleur en Suisse. Et donc effectivement, je suis passé par une grosse phase comparative de produits où j'ai vraiment pu analyser les produits et le marché pour pouvoir vraiment faire mon choix final pour ma sélection aussi en Suisse. Je vois, ouais. Et c'est surtout ça que tu as fait dans tes 6 mois de préparation de ton projet, où on parle de deux choses différentes, ou tu as fait d'autres choses dans ces 6 mois de préparation du Alors, projet? non, pendant effectivement 6 mois, j'ai fait. C'est sûr que cette sélection faisait partie de la majorité de mon temps, hein, puisque j'avais besoin de me créer un portefeuille de marque. Ça prend du temps. Mais à côté de ça, j'ai dû aussi penser à mon business plan, à étudier donc toute la partie chiffrée, à estimer les budgets, à me former en logistique, à me former en marketing, en droit international, en tout ce qui touche la douane, l'importation, l'exportation. Bref, j'ai dû effectivement faire tout ça en parallèle. Donc pendant 6 mois, et je dis 6 mois, ça a duré un peu plus que ça, mais entre 6 et 8 mois, vraiment, je me suis très largement documenté. J'ai passé énormément de temps à construire le projet pour le voir naître autour du mois de mai-juin de l'année dernière, 2025. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, importateur, tout ce qui est douane, logistique, logistique, impôt, c'est un vrai métier en réalité. Donc, Bien sûr. je peux comprendre, c'était un vrai défi. Est-ce que ça veut dire que sur tes produits, alors je dis n'importe quoi, tu achètes un truc
fabriqué en Espagne qui s'appelle Hola Amigo. Et puis en bas, c'est marqué importé par, et il y a quand même tes références sur l'étiquette. Est-ce qu'ils doivent faire une étiquette exprès pour toi ou c'est toi qui dois rajouter, tu dois modifier le paquet ou comment ça fonctionne ça? Alors, c'est une bonne question. Donc, là, j'ai ça pour certains fournisseurs. Effectivement, j'ai une étiquette qui a été faite pour Nolo Drinks. C'est ce qui concerne notamment les produits qui viennent du UK. Mais Ok. pour les produits européens, c'était pas nécessaire. Donc, je pense que, et par contre, il fallait que ça réponde à certaines normes de base. Donc, il fallait que les langues soient les langues du pays, un minimum, minimum le français, puisque donc on est sur les quatre langues officielles de Suisse, mais on avait le français. L'allemand n'est pas nécessaire, mais recommandé. Mais il fallait au moins que l'anglais soit là. Donc, on a au moins deux langues sur les étiquettes. Ok, ok, ok. Oh bah, c'est intéressant d'imaginer tous les défis auxquels tu as fait face. Félicitations pour ce lancement parce que c'est pas rien, je pense que tu vas en inspirer plus d'un. Quels sont les indicateurs que tu dois suivre au quotidien? Tu sais, Oui, pour faire une stratégie claire, bah, c'est bien qu'on ait des KPI, hein. bien sûr. Est-ce que tu as des chiffres que tu suis toutes les semaines, tous les mois, tous les jours? Je ne sais pas. Quels sont-ils? Alors, je dirais que pour moi, le plus important, KPI, pour moi, ce serait le plus important, ce serait la récurrence. La récurrence, donc ça veut dire qu'un client, par exemple, ok, je lui vends tel produit, c'est bien, c'est sur son étagère, mais ça suffit pas. Il faut que ce produit soit vu, consommé, pour qu'il soit consommé, donc pour qu'il soit pardon recommandé, il faut qu'il soit consommé. Donc il faut qu'il y ait un vrai turnover. Si on n'a pas ce turnover en place, on n'a pas de récurrence, on peut pas encore parler d'un vrai succès. C'est-à-dire que des ventes, Mhm. c'est facile, mais c'est la commande suivante et les suivantes qui vont vraiment faire toute la différence. Donc pour moi, c'est la référence la plus importante à suivre. L'indicateur le plus important, c'est clairement la récurrence et la qualité des produits. Ok, ok. Donc, pour la récurrence, c'est quoi? Tu mesures un pourcentage des commandes qui sont issues de clients déjà existants par rapport aux nouveaux clients? Ou Oui, comment tu mesures en cette fait, récurrence? encore plus simple, moi, ce que je vois surtout, c'est que sur l'ensemble des clients que j'ai créés, je vois lesquels recommandent, à quelle fréquence, je prends ça en considération. Donc, pour moi, un client, par exemple, qui m'a commandé, je dis une bêtise, il y a 6 mois en arrière, ben, c'est un client peut-être que j'ai mal identifié et je vais repasser le voir pour savoir pourquoi depuis 6 mois il n'a pas recommandé. Il peut y avoir plusieurs Hmm. raisons. C'est soit que je l'ai mal identifié, soit le client lui-même ne fait pas le nécessaire pour que ce produit soit vu. Il attend simplement que ça parte. Et ça suffit pas. Moi, Mhm. dans mes recommandations auprès des clients, quand ils sont effectivement demandeurs de ce type de produit, je leur explique toujours qu'attention, c'est pas un produit qui va se vendre tout seul, qu'il faut une certaine application. Le client, comme je l'ai dit, lui ne sait pas que ça existe. Et quand il vient au bar, il ne sait pas forcément que le client l'a référencé. Donc il y a un gros travail vraiment d'activation de la marque, de le mettre Mhm. en avant, que ce soit sur carte boisson, sur un menu spécial avec un cocktail qui est fait spécifiquement avec ce produit, pour montrer qu'il existe, qu'il soit dégusté. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de fond. Et ça, c'est ce que je fais avec chacun de mes clients. Je ne leur vends pas juste une référence pour les mettre sur l'étagère. Je m'assure qu'elle soit consommée. C'est vraiment indispensable pour moi pour pouvoir m'assurer derrière un réassort de commande. Pour reprendre cette partie, donc prise de hauteur, sortir la tête du guidon, avoir plus de clarté, est-ce que tu as déjà participé à un groupe de réflexion entre entrepreneurs où chacun va apporter des idées pour te permettre notamment d'avoir des déclics, des nouvelles idées et voir ce que tu ne vois pas, voir les angles morts. Est-ce que tu connais ce genre de concept? Petit aparté de ma part, pour préciser que dans mon cas, la question de la clarté stratégique et du passage massif à l'action, ce sont les deux éléments qui m'ont littéralement aidé à briser mes plafonds de verre ces derniers 2-3 ans. Pourtant, j'ai créé ma première boîte en 98, celle qui m'occupe encore actuellement en 2000, et c'est que très récemment que j'ai compris la puissance du cerveau collectif pour avoir cette clarté et aussi de la redevabilité saine envers un groupe de pairs qui te soutient, en qui tu as confiance, pour non seulement prendre les bonnes décisions, comme je disais, mais aussi pour passer massivement à l'action. Ça s'appelle un mastermind. Si ça t'intéresse, si toi aussi tu veux briser un plafond de verre, si tu veux prendre de la hauteur
et tu veux justement progresser de façon très concrète dans ton business, je t'invite à aller sur cartonnet.com, tu cherches la rubrique Mastermind et là tu auras plus d'informations pour en savoir plus, comment ça fonctionne, de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous rejoindre et je te dis à tout de suite là-bas ou en tout cas après l'épisode, tu vas sur cartonnet.com et tu cherches Mastermind. Alors, pour ma part, j'ai eu la chance dès le début de rejoindre le réseau Entreprendre en Suisse, Ok. qui m'encadre, me coach, si je peux dire. C'est une véritable aide pour tous les entrepreneurs en Suisse quand s'ils ont la chance de pouvoir se rapprocher de ce réseau. Alors, on n'est pas forcément sélectionné. Il faut vraiment se battre entre guillemets pour montrer, mettre en avant son projet et être intégré dans le réseau en tant que lauréat. Donc j'ai eu cette chance. Et donc pour ma part, c'était assez bénéfique, je dois le dire, puisque je suis en permanence en contact avec des gens dont c'est le métier, hein, entrepreneur, et qui m'apportent vraiment leur soutien et leurs expériences au quotidien. Enfin, donc, si j'ai le moindre souci, je peux les appeler, j'ai la moindre interrogation. Et tous les mois, régulièrement, se fait du mentoring donc pour pouvoir suivre l'évolution de l'entreprise. Donc, je dois reconnaître que c'est quand même vraiment très pratique. Donc, moi, c'est ce qui m'aide le plus. Et voilà, c'est de pouvoir bénéficier de cet encadrement et du retour d'expérience de ces gens. C'est rassurant et moi personnellement, malgré qu'on peut avoir une certaine expérience, on apprend de tout le monde et encore une fois, un angle mort, c'est un angle mort. On a besoin d'un miroir, quoi, Non, c'est qui nous certain. montre qu'est-ce qui se C'est passe. certain. Si tu veux, on peut parler un petit peu d'organisation parce que bah, Oui. je suppose, alors, je dis pas que tu chômais, hein, quand tu étais employé, tu étais certainement bien actif et puis tes journées étaient bien remplies. Mais voilà, devenir entrepreneur, c'est encore autre chose. Est-ce que tu as des astuces, des conseils à donner pour quelqu'un qui se lance peut-être, ou peut-être pas forcément qui se lance, mais qui se dit, oh, je suis pas bien organisé. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour mieux s'organiser et mieux gérer son temps? Il faut dresser une liste de priorités. Moi, c'est ce que je fais, mais des fois, je me rends compte que dans ma liste de priorités, j'ai des priorités et je finis par en avoir partout. Il existe des outils aujourd'hui, de plus en plus, des outils IA. Ça aussi, il faut arriver à faire le tri. Moi, personnellement, je suis encore un peu à l'ancienne. Alors, ça va peut-être changer parce qu'il va falloir que je m'adapte. Mais je pense qu'il y a des outils qui seraient intéressants d'intégrer pour pouvoir se faciliter certaines tâches administratives qui sont très chronophages. Donc là-dessus, moi, j'aurais pas forcément encore de très bons conseils à donner. Je sais juste que moi-même, je dois me pencher sur la question. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'utilise beaucoup mon agenda comme le principal outil. Et je m'oblige en fait à me mettre dans l'agenda des moments pour moi. Ça, je pense que tout entrepreneur devrait vraiment le faire parce qu'il faut se préserver et il faut s'accorder des moments dans la journée. Alors pour ma part, c'est tôt le matin où je vais faire des choses qui n'ont rien à voir avec mon business au quotidien. Que ce soit le sport, que ce soit de la lecture ou de la musique pour certains. Il faut absolument se trouver ces moments et les mettre dans son agenda parce que si on ne le fait pas, l'agenda prend beaucoup de place et finalement on se retrouve en fin de journée, on n'a plus le temps de le faire et on procrastine. Enfin voilà, c'est personnellement le seul conseil que je pourrais vraiment donner, c'est d'intégrer des moments pour soi dans son agenda professionnel parce que sinon on n'y arrive pas, on est vite débordé et on va droit dans le mur. C'est un très bon point que tu partages avec nous, très concret, qui justement nous aidera à mieux gérer son temps, se servir en premier en bloquant Ça, c'est le ces principe. moments dans l'agenda. Ouais, ouais, c'est excellent, merci pour ça. Alors justement, en parlant de conseils, d'astuces, maintenant que tu as voilà, une certaine expérience, que ce soit dans le business avant et maintenant en tant qu'entrepreneur, si tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil au toi-même d'il y a une année, quel conseil tu lui donnerais? Autrement dit, est-ce qu'il y a une chose importante que tu as appris cette année et que tu aurais bien voulu savoir avant? Alors, ce que je pourrais faire, si je devais revenir en arrière, ce serait de passer, et je reviens encore au même point, je reviendrai encore sur l'histoire du terrain,
parce que c'est là qu'on apprend tout. Et j'ai passé beaucoup de temps, peut-être trop de temps, à tout mettre sur papier pour que tout soit bien calé, bien ficelé. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures. Et je pense qu'en fait, 1 heure sur le terrain équivaut à 10 heures derrière un ordinateur. Je pense que j'aurais gagné plus de temps en sondant plus le marché en présentiel que sur des études de marché. Et j'ai passé beaucoup de temps, c'est vrai, enfermé entre guillemets derrière un écran pour analyser le marché, comparer, me renseigner. Et c'est vrai que si j'avais pu passer plus de temps, encore une fois, voilà, sur le terrain, je pense que j'aurais gagné du temps. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je crois que c'est important de le prendre en considération ça m'aurait permis de prendre un peu de recul aussi parce qu'à un moment donné, on est tête dans le guidon et on ne voit plus que ça. Et je sais que je voulais absolument que tout soit parfait avant même que la société ne naisse, ne voit le jour. Mais je pense que avec du recul, j'ai vu que de toute façon, ça n'était pas du tout comme je l'imaginais au début. Donc l'évolution s'est fait petit à petit. J'ai corrigé certaines directions et au final, je j'ai pas exactement ce que j'avais mis sur le papier. Donc j'ai passé beaucoup de temps à pondre quelque chose qui finalement ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Et voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux à ce niveau-là. Et comment c'est tellement important. Le conseil que tu as donné là vaut vraiment de l'or. Merci beaucoup de le partager avec nous, Ben. On arrive gentiment vers la fin de notre conversation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On espère qu'on vous a inspiré, surtout que Ben vous a inspiré. Je vais te poser encore deux autres questions pour terminer, mais juste avant, si quelqu'un veut te rencontrer, veut faire un partenariat avec toi, travailler avec toi, échanger avec toi, comment on fait? Qu'est-ce qu'il y a de plus simple pour te contacter? Alors le plus simple aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est via notre site internet. On peut le faire de plein de façons, bien entendu. Il y a les réseaux sociaux, il y a LinkedIn où on retrouve assez facilement sur LinkedIn, soit sous Ben van der Strict ou sous Nolo Drinks, ça aussi, mais aussi les réseaux sociaux Instagram où on peut me joindre. Et sinon, le site internet est finalement la manière la plus simple parce qu'on a un formulaire de contact et je réponds même sur le WhatsApp mis en place, je réponds moi-même directement. Donc c'est pratiquement la façon la plus directe de me contacter. Super, alors on va faire ça, on va mettre sous l'épisode le site web, le compte Instagram, le compte LinkedIn, et puis les gens peuvent choisir. Merci beaucoup, Ben. Voilà. Alors, les deux questions de la fin, la première, et tu réponds vraiment comme tu veux, c'est totalement ouvert. Est-ce qu'il y a une expérience extraordinaire que tu n'as jamais vécue et que tu aimerais bien vivre un jour, Ben? Une expérience extraordinaire. Ça, c'est une sacrée question. J'avais envie de te dire faire le tour du monde, mais j'ai eu la chance de l'avoir déjà fait. Donc non. Waouh! Non, je pense plus sérieusement que je suis en train de vivre franchement la chose que j'avais en tête depuis plusieurs années. Donc j'ai l'impression de vivre un peu ce rêve avec cette aventure. Je sais pas du tout où ça va me mener, mais en tout cas pour l'instant je le vis à fond et c'est mon aventure. C'est l'aventure d'une vie. Alors peut-être que je ferai que cette entreprise. Peut-être que je reviendrai peut-être plus tard au classique CDI, mais je suis pour l'instant vraiment dans cette optique de développer mon aventure et on verra où ça me mène. C'est vraiment ça pour le coup, mon aventure extraordinaire. Super, je suis vraiment ravi pour toi. Et la dernière question, la suivante, Ben, qu'est-ce que ça veut dire de réussir sa vie? Alors c'est une très bonne question. Alors, réussir sa vie aujourd'hui, je pense que c'est surtout, avant tout, de vivre sa vie pleinement, c'est-à-dire de ne pas se faire bouffer par le temps, par le travail, de penser à sa vie de famille. Ça, c'est hyper important. C'est ce que m'a permis de faire Nolo Drinks, c'est de trouver aussi du temps, de dégager un peu plus de temps, même si je fais des journées de dingue en ce moment, j'arrive quand même à trouver des moments pour être avec ma famille. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de faire quelque chose qui t'épanouit, quelque chose qui te fait plaisir, de te lever le matin pour une raison
clair, c'est de le faire avec plaisir. Combien de fois on s'est levé en se disant j'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui? Moi, ça m'arrive jamais aujourd'hui en ce moment. Donc je suis très content et j'ai du temps pour ma famille. Donc pour moi, c'est tout ce qu'il fallait. Ben van der Stricht, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi qui as regardé cet épisode jusqu'au bout. On espère que tu as apprécié, que ça t'a apporté de la valeur. Peut-être ça va te faire réfléchir ou ça t'a apporté un déclic sur un sujet ou l'autre. Et maintenant, on t'invite à faire une de ces trois choses, de la plus simple à celle qui est la plus généreuse finalement. La première, et ça c'est clairement la base, c'est de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. En t'abonnant et aussi en activant la cloche, tu as beaucoup plus de chances d'être averti lorsqu'on sort un prochain épisode. Et crois-moi, on en sort beaucoup et il y en a qui arrivent avec énormément de valeur. La deuxième chose qu'on t'invite à faire, bien entendu, c'est de penser à un ami, une personne à qui cette vidéo pourrait être utile, ce podcast pourrait lui apporter de la valeur. Tout simplement, tu appuies sur le bouton partager ou tu copies l'URL et tu lui envoies cette vidéo. Comme ça, la personne en question te sera infiniment reconnaissante et nous aussi, parce que ça nous aide à faire connaître la chaîne, faire connaître le podcast et donc ça nous encourage à continuer sur cette voie. La troisième chose qu'on t'invite à faire, attends, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah ben non, mais c'est clair. Peut-être que pendant l'épisode, tu as pensé à quelque chose, une question, tu aurais voulu poser une question à l'intervenant, de l'intervenant, et donc on t'invite maintenant à la poser ici en commentaire. Comme ça, soit moi-même, soit la personne pourra répondre, et c'est une façon de continuer les échanges. Je te dis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs sur cartonnet.com.